Bienvenue à vous, vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voix vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Mathieu, 30 ans, qui souhaitait vous parler de sa phobie sociale et de sa construction avec la maladie. Bonne écoute. Vous qui m'avez donné des ailes, êtes-vous prêt à me voir voler? Ne vous déplaise si jamais elles ne savent pas vraiment où aller. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans. J'ai une pathologie qui est considérée comme une maladie qui s'appelle la phobie sociale. Il semblerait que 10% de la population française puisse ressentir ce type de phobie dans leur vie. Et de manière un peu plus chronique, c'est-à-dire sur des périodes de temps beaucoup plus longues, des personnalités phobiques sociales représenteraient à peu près 5% de la population, ce qui voudrait dire tout de même une personne sur 20. C'est très compliqué d'expliquer en fait comment est-ce que ces éléments peuvent se matérialiser. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec la phobie sociale, c'est que c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est là aussi où c'est difficile de la dissocier de notre personnalité propre. Et c'est pour ça que la livrer, c'est aussi livrer en fait notre cœur. Les angoisses dues à la phobie sociale que je ressentais, et que je ressens d'ailleurs encore en partie, font partie de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas la dissocier de n'importe quel contexte. Tout le monde expérimente de l'anxiété sociale à différents niveaux. La différence, c'est l'intensité des émotions qui sont développées, leur systématisation et l'influence qu'elle a sur le développement réel de l'être. C'est un système qui se construit et qui se renforce par lui-même. À la différence de l'anxiété sociale, en favorisant l'exposition à des situations anxieuses, on favorise la diminution de l'anxiété. La phobie, ça a une tendance à être l'inverse. C'est après ces 23 années que je commence à véritablement prendre conscience de tous les éléments que j'ai dû traverser. La maladie a été considérée comme une maladie assez tardivement, et du coup c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de parler, et j'en ai expérimenté une forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas un type de dépression, il n'y a pas un type de phobie sociale. Ce qu'il faut comprendre vis-à-vis de la phobie sociale, c'est que c'est particulièrement quelque chose d'handicapant dans la vie de tous les jours. On est vraiment sur une espèce de tare qui est présente dans quasiment toutes les relations sociales, avec des amplitudes différentes, mais qui pour autant est une toile de fond qui construit en fait notre identité vis-à-vis des autres et notre rapport aux autres, surtout drivé par le non-rapport. Il y a une grosse différence entre l'expérience du monde des phobiques sociaux et la réalité du monde qui les entoure. C'est-à-dire que, en considérant les relations comme étant extrêmement instables et en projetant des peurs à l'intérieur de ces relations, elles ne les voient pas réellement comme les gens de l'extérieur le voient. Et c'est ce biais, en fait, perspectif, qui fait que c'est extrêmement compliqué d'en parler. Ma cellule familiale proche est constituée du coup de mon père et ma mère, ainsi que de mon frère qui est un peu plus âgé que moi. On était quand même une famille très portée sur l'intellect, c'est-à-dire une famille de personnes qui ont fait des grandes études, des personnes qui vont avoir une forme de savoir, une forme de culture, sans forcément être dans une tendance élitiste qui a pas forcément dans le contexte. On est quand même sur des personnes qui réfléchissent la vie, c'est-à-dire que ils la pensent, ils la prévoient, et on va avoir une forte tendance à se prévenir des potentiels risques. On va essayer de mettre de côté, de ne pas tout dépenser, de réfléchir à l'avenir, de faire des choix donnés sur la raison. Le contexte familial qui a été le mien m'a du coup apporté énormément de choses vis-à-vis de l'accès au savoir, de l'accès à la culture de manière générale. L'argent a permis de me développer dans des activités, par exemple la musique, ou de pratiquer des activités sportives, de voyager, de voir un petit peu le monde. Mais en même temps, il y avait dans cette approche très prévisible et très normée en fait du futur, quelque chose qui ne laissait pas vraiment de place à la spontanéité. Ce milieu très intellectuel aussi a eu un grand impact sur la façon dont je pense moi et mon frère se sont développés, puisque il abordait les choses de la vie, il abordait nos expériences sur des faits établis, qui s'approchaient beaucoup d'une expérience en fait rationnelle et peu sensible des choses que nous avons vécues. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression d'avoir énormément manqué d'une lecture un peu plus complexe de mon propre être. C'est-à-dire que déjà il y avait évidemment une complexité à évoquer ce que je ressentais, mais au-delà de ça, je pense qu'on m'a mal appris à ressentir les éléments, à comprendre en fait tout simplement ce que je pouvais ressentir. Ce qui fait que le dialogue a toujours été tronqué, c'est-à-dire que on pouvait parler énormément, on pouvait parler très librement des choses, mais en fait on ne les évoquait qu'à moitié, puisque il manquait toujours une part.
dans cette compréhension un petit peu de la différence de l'esprit et de l'émotionnel, je pense qu'il est important de comprendre que on pouvait, par exemple, parler de tout ce qu'on vivait au jour le jour, etc. Mais il y a eu une ouverture qui était aussi un peu unilatérale. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à aussi parler de façon ouverte de toutes ces problématiques avec mes parents, y compris de mon ressenti général, dû au fait qu'en fait, mes parents ne se sont que très peu ouverts à moi. Et ça a été très compliqué pour moi d'arriver à une forme de confiance vis-à-vis de personnes qui ne me livraient pas des parties sensibles d'eux-mêmes. Et ayant peur des potentielles réactions de la personne et ayant un besoin impérial d'arriver à comprendre que je peux faire confiance à cette personne, que cette personne est bonne et que je n'ai rien à craindre d'elle, il faut en fait que je puisse complètement l'appréhender. Ça veut dire aussi comprendre ce qu'elle a au fond d'elle, comprendre la façon dont elle pense et aussi la façon dont elle réagit à ce que je pourrais dire. Quand on me demandait, même de façon bienveillante ou attentionnée, la façon dont j'allais, je n'ai jamais su répondre jusqu'à 25-30 ans que ça allait très bien. C'est-à-dire que pour moi, toutes ces choses-là étaient tues. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, les gens me demandent comment je vais parce que c'est une norme sociale. Mais ce n'est pas parce que la personne s'intéresse réellement à ce que je pense. Même si j'ai quand même ressenti que ma famille avait énormément d'envie de mieux me connaître, etc., les clés pour me livrer à elle ne m'ont pas été fournies par cette même famille, en fait, d'une certaine façon. Mais malheureusement, ce manque de transmission a pêché ensuite dans toutes les relations sociales que j'ai pu essayer d'entretenir avec les autres personnes extérieures au cadre familial et dans lesquelles l'expérience et la norme n'étaient pas forcément la même. Dans ce contexte familial un petit peu fermé, j'ai subi ou j'ai en tout cas ressenti une forme de surprotection. Ma mère a placé en moi principalement un certain nombre d'angoisses et de peurs qu'elle avait elle-même du monde extérieur. Le problème, c'est que je travaillais avec une dualité qui était de dire que le monde extérieur est extrêmement dangereux, mais que je ne peux du coup pas m'y exposer. Et en fait, n'ayant pas d'exposition au monde extérieur, je ne pouvais pas infirmer ces éléments que le monde était dangereux. Donc en fait, j'étais persuadé que le monde était dangereux et je ne pouvais pas me défaire de cette idée puisqu'il aurait fallu que je l'aborde par moi-même. J'avais le sentiment qu'en fait, on ne me donnait pas ma chance, que il n'y avait pas la confiance que j'aurais dû avoir à mon âge. Je n'avais pas l'impression d'avoir failli, je n'avais pas l'impression d'avoir fait des erreurs, et en ce sens, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit de vivre par moi-même. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit de progressivement repousser les limites de ce qui m'était autorisé. Là où je voyais autour de moi des enfants qui pouvaient vivre par eux-mêmes à l'arrivée de 15, 16 ans, qui pouvaient rentrer tout seuls chez eux de l'école, qui pouvaient se retrouver après les cours, ce qui en fait poussait aussi encore plus au rejet et aussi au sentiment de rejet. J'avais l'impression de travailler sur un pied d'inégalité avec les autres personnes. La difficulté d'interaction avec les autres élèves au collège et l'aspect aussi enfermant de ma situation familiale a commencé à créer pas mal de dérives. J'ai commencé à devenir plus refermé, plus solitaire que j'avais même été avant. C'est-à-dire que j'avais pour le coup une incapacité complète à m'ouvrir aux autres. Je commençais à voir les autres avec défiance. Je commençais aussi à avoir peur effectivement des gens qui m'entouraient, à projeter des peurs sur eux, chose que j'avais moins fait quand j'étais plus petit, qui là était vraiment viscéral, c'est-à-dire que je sentais une forme de tension autour de moi, rien qu'à la présence d'autres individus à ma présence. Les peurs que j'avais projetées sur le monde se sont particulièrement renforcées à cet âge, quand, suite à effectivement la différence apparente que je pouvais tout de même donner au monde, on menait à une forme d'harcèlement d'autres élèves, qui ont en fait légitimé un petit peu le ressenti que j'avais à la base. Ce cercle vicieux travaille à plusieurs échelles, comme en s'exposant au monde, nous concrétisons nos peurs, il y a une volonté de ne plus se confronter au monde. Mais le problème, c'est que ne plus se confronter au monde conforte encore plus les peurs. La solution pour arriver à en sortir, elle est pas du tout logique. C'est-à-dire que c'est d'aller vers l'objet de sa peur. C'est d'aller volontairement, et en l'occurrence seul, vers l'objet de sa peur. Puisque, je l'ai déjà vu dans d'autres situations, le fait de s'introduire dans un monde avec des éléments qui nous servent à nous protéger est encore une forme de surprotection. M'exposer au monde avec la présence d'amis de confiance ou avec la présence de mon frère ou la présence de membres de ma famille privilégiée ne me permet pas de redéfinir au final les codes que j'ai créés dans ma tête vis-à-vis des interactions sociales, puisque l'autre fait tampon. Et donc du coup, je me mets en retrait et il y a toujours un mode d'exclusion qui passe simplement par un système un petit peu différent. Il y avait en moi, même avant la naissance de ce sentiment d'anxiété sociale, une hypersensibilité qui est venue se rajouter à l'intensité des émotions lorsque les situations se sont mal passées socialement. Déjà, ça confortait les choses, mais en plus, j'étais
énormément blessé de voir que les gens, par exemple, ne m'acceptaient pas comme je suis, que les gens puissent m'attaquer volontairement sur la façon dont je me comporte, la façon dont je me tiens, les choses que je peux dire, la façon dont je peux le dire. Par exemple, mon apparence physique, ma façon de m'habiller. Énormément de choses qui sont très formateurs, en fait, au collège, principalement, qui permettent aussi certainement de se créer une identité, qui du coup a en moi créé une forme de mémoire traumatique. C'est-à-dire des éléments qui vont passer un petit peu au-dessus de ma capacité à endurer des éléments sensibles et qui ont progressivement mené à une déconnexion de mon corps, à une déconnexion de mes sentiments et aussi à une déconnexion de la capacité à en parler. En parler serait donner les armes à l'autre pour favoriser le rejet. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on est différent, mais on ne peut pas l'exprimer, parce qu'en fait, l'exprimer, ce serait effectivement se mettre en danger d'une autre façon. Ces expériences qui étaient déjà traumatisantes pour un enfant normal l'étaient encore plus pour moi. La difficulté était en fait d'arriver à en parler. Puisque les relations sociales créaient une forme d'anxiété et de stress, il était extrêmement difficile d'arriver à pouvoir dialoguer sur ces éléments-là à cœur ouvert. Le seul contexte dans lequel cela aurait pu être fait aurait été une relation de confiance totale. C'est-à-dire que il aurait fallu que je ne me sente non jugé par la personne, que la personne s'intéresse à mes propos, et aussi qu'il n'y ait pas de rapport de force dans cette conversation. Et dans le rapport de force se pose effectivement la notion de la parentalité. La parentalité a toujours été vécue pour moi comme un rapport de force. Et la difficulté de s'ouvrir par rapport à mes parents naissait de cet élément-là. La phobie sociale, elle est renforcée par des cadres. Dans le dialogue que j'aurais pu avoir avec mes parents, qui évidemment n'a pas été évoqué, comme j'ai dit, puisque j'avais une incapacité complète à en parler, il y avait ce côté, de toute façon, si j'en parle, je ne saurais pas écouter. La difficulté de dialogue, principalement avec mes parents, qui s'est faite, c'est que justement, je n'avais pas l'impression que le dialogue parent-enfant soit un dialogue d'égal à égal. Et en fait, si le dialogue n'est pas égal à égal, il n'y a pas de rapport de confiance. Je ne peux pas aller dans un sens divergent des gens, surtout si ces personnes-là considèrent avoir au final l'autorité, le dernier mot pour dicter à l'enfant ce qui est bon pour lui ou pas. Et les émotions que j'aurais pu avoir étaient encore plus écrasées, c'est-à-dire qu'elles étaient écrasées par moi-même parce que ces émotions étaient trop intenses et qu'en fait j'arrivais plus à les gérer, mais en plus elles étaient écrasées parce que je n'avais pas l'impression que les gens autour de moi soient capables de les recevoir. Et c'est là où l'éducation que j'ai reçue a énormément poussé à renforcer mes phobies. Et il aurait fallu que je puisse m'exprimer sur mes sentiments. Il aurait fallu que je puisse parler de mes sensations. Mais en fait, j'en étais incapable. J'étais déjà incapable de les exprimer à moi-même. Parce que la construction que j'ai faite avec les autres dans la peur m'a empêché de me livrer. Et le fait que je n'ai pas des brides d'informations sur comment potentiellement l'évoquer avec certains de mes amis, même mes amis les plus proches, ont fait qu'en fait, il y a toujours eu une forme de distance qui s'est imposée. Et le problème, c'est que cette distance a encore engendré du rejet. Et on tombe en fait toujours dans le cadre d'un cercle vicieux. Ces choses qui me font un petit peu sourire quand j'y repense, c'est par exemple le rapport que j'avais à toutes les fables qu'on donne quand on est enfant, et qui, je pense, même si c'était pas grand-chose, ont été vécues par moi comme en fait une forme de trahison, une forme de perte de confiance. C'est-à-dire que tout ce qui peut toucher à la petite souris, le Père Noël, qui effectivement sont peut-être essentiels pour émerveiller un petit peu le monde, aussi longtemps que je me souvienne, je pense vers 4-5 ans, je n'y ai jamais cru. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un aspect logique. Et quand on me disait oui, le Père Noël, il vient par la fenêtre, etc., bah, je me disais, mais en fait, le Père Noël, il y a 6 milliards d'habitants sur Terre, il donne les cadeaux entre minuit et 1h du matin, c'est pas possible. Et c'était aussi simple que ça. C'est-à-dire, en fait, ce truc-là ne tient pas la route. Il peut pas y avoir qu'un seul Père Noël, ou alors il y a des millions de Père Noël, mais du coup, cette histoire est une hypocrisie complète. Et en fait, j'étais extrêmement jeune quand je commençais à penser des trucs comme ça. Et y compris l'histoire de la petite souris. Enfin, ça n'avait aucun sens. Là, pour le coup, j'avais pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre que, en fait, il suffisait d'attendre qu'un enfant soit endormi pour glisser une pièce. Cette explication était beaucoup plus logique que l'existence d'une petite souris. Et pourtant, je l'ai jamais exprimée. Et c'est-à-dire que je ne voulais pas vexer mes parents. Je ne voulais pas faire de tort à mes parents en leur faisant comprendre que leur supercherie était démasquée. Donc du coup, je leur faisais croire que je croyais au Père Noël. J'ai aussi fait des expérimentations que je pense ai fait à un âge quand même très jeune. Et en fait, ça m'a prouvé que le regard que mes parents avaient sur moi était effectivement biaisé. J'arrivais à consciemment les exposer à des éléments sur lesquels ils pensaient que je n'y avais pas réfléchi. Pour exposer ça, j'ai un jour offert une peluche à mes parents que j'avais trouvée dans l'un de leurs placards en leur faisant croire que je l'avais fait avec mon professeur à l'école et que ça faisait partie d'un petit devoir. Je leur ai offert en toute bonne conscience et en fait, mes parents m'ont remercié, mes parents m'ont posé des questions sur la façon dont j'avais fait la peluche, alors que je savais pertinemment que cette peluche venait de leur placard et que même si je l'avais jamais vue, ils l'avaient en possession. Cette expérience-là, comme d'autres, par exemple lors de la prise de parole à table avec des adultes qui n'étaient pas forcément mes parents mais certainement d'autres adultes, ont apporté que mon discours n'avait au final qu'une très faible valeur. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, il y avait toujours un doute sur notre discours.
et même potentiellement minimiser. Ce système-là de minimisation des questionnements et des problématiques qui pourraient se poser à nous m'a petit à petit appris à me taire vis-à-vis de sujets qui, à cette époque, n'étaient potentiellement pas très graves, mais qui commenceront à prendre de l'importance dans les années suivantes. Je pense qu'il faut revenir à un âge très tôt, qui est vers mes 3 ans. Il se trouve que j'ai eu un léger retard de langage. J'avais du mal à m'exprimer. Dans ce défaut de langage, il y avait un biais qui était très intéressant, qui était qu'en fait, la seule personne qui arrivait à me comprendre était mon frère. Je m'exprimais relativement mal, mais il semblerait que mon frère ait réussi à déceler en moi la façon dont je souhaitais m'exprimer et en fait servait de traducteur dans des situations un petit peu étranges pour exprimer ce que je voulais dire, soit à mes parents, soit en fait aux personnes de la crèche. La relation que j'ai du coup eue avec mon frère a été relativement privilégiée et elle a été pour moi extrêmement importante et je pense que il faut aussi voir le prisme de ma construction sous le lien de la fraternité. J'ai toujours vu mon frère comme quelqu'un d'assez détendu au final, contrairement à moi et peut-être contrairement à l'environnement qui était autour de moi à ce moment-là. Il avait une forme de clarté un peu plus simple de la vie, il se prenait pas la tête. Il avait justement, je dirais, une forme d'absence de peur. Et du coup, dans ce rapport-là, moi, ça m'aidait quand même pas mal aussi à décomplexer certaines choses où je me disais, waouh, c'est complètement impossible de se lancer dans telle chose. Et lui pouvait y aller directement. Il avait pas peur, effectivement, tester des choses nouvelles, de s'exposer à du monde, et c'est pour ça qu'il y avait un côté très rassurant quand je le voyais à côté de moi, où je savais que je pouvais toujours interagir avec lui et je savais que son côté un peu décomplexé face au monde, bah évidemment permettait aussi à moi d'abaisser un peu mes peurs. En dehors de cette relation avec mon frère, la relation avec les autres enfants était des relations assez compliqué pour moi, puisque ayant du mal à m'exprimer avec des mots, j'avais une expression qui était beaucoup plus corporelle. Et y compris dans cette expression corporelle et certainement dans la frustration de ma difficulté du dialogue avec les gens, j'ai été un enfant assez turbulent. Un enfant actif et un enfant qui s'exprimait sur le monde par son corps. J'avais aussi autour de moi une famille assez nombreuse à laquelle j'ai été confronté et je pense avec laquelle j'ai vécu de très belles années pendant en fait le début de mon enfance, qui était une relation d'enfant, de jeu, du coup très libre, très ouverte. Les moments où on se retrouve, les moments où on parle, les moments où on discute, les moments où on interagit de façon verbale étaient pour moi une forme de supplice, mais que je ne m'expliquais pas encore. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de sortir et d'aller réappréhender le monde avec mon corps, d'être dans le jeu, de courir, de partager, mais dans les rires et pas forcément de façon verbale. Ces échanges à partir de dialogues non verbaux ont été pour moi une chose qui m'a un petit peu sauvé dans les relations familiales et y compris amicales. Cette question assez ambivalente de la famille, elle s'est posée aussi au passage vers l'âge adolescent avec mes cousins, quand une rupture a aussi commencé à se faire à peu près au même moment. Nous sommes passés effectivement d'un mode d'expérimentation du monde à un autre, en l'occurrence beaucoup celui du langage. Petit à petit, quand le jeu a commencé à s'estomper, j'ai eu du mal à entretenir la relation que j'ai eue avec mes cousins du même âge. Le monde tout à coup change de perception et le monde change aussi d'attente. J'ai été obligé de constater que, au-delà d'un potentiel retard de langage que j'avais pu avoir avant, j'ai aussi eu un retard d'adaptation sociale. J'ai été obligé de réfléchir à la nature de ces codes sociaux. J'étais obligé d'essayer de les comprendre. J'étais obligé d'essayer de les décortiquer. J'étais obligé de les analyser et de les reproduire. On était sur du mimétisme, mais qui n'était pas le même mimétisme que la plupart des enfants traversent, c'est-à-dire un mimétisme inné, naturel. Moi, c'était un mimétisme réfléchi. Les gens fonctionnent de cette façon, il va falloir que j'arrive à le reproduire aussi. Et en fait, cette contrainte intellectuelle qui tuait justement la spontanéité était vue évidemment des autres enfants, ou en tout cas dans ma tête était visible des autres enfants. C'est là la naissance des premières séquelles de la phobie sociale en fait. Cette difficulté sociale, j'ai essayé de la résoudre avec une réintroduction d'éléments qui vont se mettre entre moi et l'interlocuteur. En l'occurrence, je suis retombé à nouveau dans la conception des jeux, c'est-à-dire que le dialogue direct avec l'autre était trop compliqué. Pour réinteragir avec l'autre, j'avais besoin d'un support. Je pense par exemple aux cartes Magic, aux cartes Yu-Gi-Oh, aux cartes Pokémon ou à ce genre de choses, des jeux de cartes qui m'avaient été appris par mon frère, qui ont été pour moi un grand support de sociabilité. Il est quand même ressorti des éléments très intéressants.
et qui aujourd'hui me forment encore, qui sont en fait des relations amicales très fortes et qui, à l'image de la figure qui a été mon frère pendant mes premières années, étaient effectivement des relations de confiance. Et en fait, la façon dont j'ai réussi à construire ces relations de confiance avec le temps et le choix des personnes sur lesquelles elle s'est posée a été effectivement de trouver des personnes qui semblaient arriver à voir en moi mes failles, mais qui n'étaient pas, qui pour autant ne s'éloignaient pas de moi. C'est-à-dire en fait des personnes qui étaient capables de me comprendre et de m'accepter en tant que tel. Et donc me permettre de montrer à eux sous la personne que j'étais. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait mes autres relations sociales avaient été biaisées. Là où avec ma famille j'arrivais à être relativement moi-même, là où avec mon frère j'arrivais à être complètement moi-même, j'ai un petit peu retrouvé ça avec ses amis très proches. Mais c'est du coup les seuls qui arrivaient à peu près entrevoir ce que j'étais. Parce qu'en fait, ma personnalité profonde était complètement enfouie. C'est pas que je me donnais une apparence qui n'était pas la mienne, c'est qu'en fait je ne montrais rien. J'avais l'impression de ne pas rentrer dans le moule. Je me disais, je me fais déjà rejeter en tant que tel alors que je montre une apparence relativement normale, quelconque. Si en plus je commence à montrer que j'ai des aspirations qui sont pas celles de la société, que j'ai une façon de vivre qui n'est pas celle de la société, je commençais à me dire mais en fait je vais commencer réellement à m'exposer à des attaques beaucoup plus fortes. Et parmi ces éléments-là, évidemment, il y avait mon rapport aux autres hommes, parce que en fait, le rapport à la masculinité était quelque chose d'extrêmement fort parmi les gens que j'avais autour de moi, et dans lequel je ne me ressentais pas du tout. J'avais en fait une absence de repères, des codes qui donneraient une forme de virilité, etc. Alors que pour moi, elle ne faisait pas partie de mon être, et y compris des aspirations, par exemple des aspirations à être populaire, des aspirations à plaire, des aspirations à la richesse, que je trouvais superflues et que je trouvais pas vraiment intéressantes. Il y avait en fait une difficulté à aller vers l'autre qui continuait à naître. C'est-à-dire que même par exemple, quand j'étais avec des amis très proches, si jamais j'étais avec des amis très proches et d'autres personnes, je finissais de toute manière par me refermer. Parce qu'en fait, on a toujours peur des gens qui sont inconnus. Et donc on a toujours peur de se livrer. Il existe des situations que moi je vivais relativement comme des situations de honte, qui étaient quand des gens très proches de moi finissaient par dire des choses personnelles aux personnes que je ne connaissais pas. Ce qui explique d'ailleurs que les relations que j'ai aujourd'hui, qui sont des relations amicales extrêmement fortes, qui pourraient justement s'apparenter à de la fraternité, sont des relations que j'ai construites il y a des années, voire des dizaines d'années. Et c'est pour ça que les éléments en fait très conflictuels qui se sont passés au collège et au lycée dans ma vie ont aussi fait émerger des amitiés très fortes, qui ont été en fait les éléments auxquels j'ai pu me raccrocher, qui ont permis presque de me sauver de ce chaos ambiant qu'il y avait autour de moi, en stabilisant forcément mon esprit, mais aussi en me permettant de me resociabiliser légèrement, un peu plus à mon rythme, en passant plus de temps avec eux, et y compris en commençant à voir leurs amis proches, et en étendant en fait progressivement, lentement peut-être, le cercle amical qui était le mien. Ce qui ressort très souvent, et ce que les gens ont pu dire de moi, de mon comportement au final, dans ces moments de stress intense en société, c'est plutôt une forme de distance, une forme de froideur, presque quelque chose qui pourrait paraître comme étant hautain vis-à-vis des gens qui sont dans la pièce. Alors que c'est simplement que on est terrorisé et qu'il y a une forme de défense, il y a une forme de repli sur soi-même, qui n'est effectivement pas de la timidité, qui est pour le coup un sentiment d'insécurité. La problématique de cette insécurité, c'est que dans la vie de tous les jours, elle est permanente. Comme on a peur de l'autre, on n'arrive plus à interagir. Il y a l'élément de fuite, par exemple, on m'invite à une soirée et j'invente tout et n'importe quoi pour ne pas aller à cette soirée parce que les variables sont trop grande et j'ai l'impression que je vais m'exposer à un risque que je ne peux pas me permettre. Et après il y a aussi la montée de l'angoisse. Et la montée de l'angoisse qui est aussi un espèce de mouvement de fuite, il faut le voir un petit peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire je rentre dans une soirée, j'ai un espèce de quota d'appréhension avec lequel j'arrive, je m'expose à des gens et au fur et à mesure où je m'expose à des gens et où je m'expose à des situations, la cocotte minute chauffe. Et il y a un moment où ça va exploser. Si ça arrive à explosion, c'est en fait quelque chose de très semblable à une crise d'angoisse. Et la seule réponse à une crise d'angoisse, en l'occurrence dans mon cas, c'est la fuite. Et c'est-à-dire que il y a de nombreuses soirées dans lesquelles soit je suis parti purement et simplement sans dire au revoir parce que j'étais incapable, soit pendant lesquelles j'ai été obligé en fait de prendre des temps de pause. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait naturellement sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que mon corps devenant complètement invivable, ça peut être une pulsation cardiaque énorme, voire de la tachycardie, de l'essoufflement, de la transpiration, une incapacité complète à comprendre ce que les gens disent, être complètement perdu dans un flux de pensée incessant. Je me disais ça va plus du tout,
trouve n'importe quoi. En général, je partais, j'allais sur le perron, j'ouvrais la porte, je sortais sur le balcon, la terrasse, un endroit où j'étais potentiellement pas vu, persuadé du fait que de toute façon les gens ne prêtaient pas attention à moi. J'avais l'air d'être dans une forme de sécurité en me disant bon ok, je me repose, 20-30 minutes histoire de souffler un coup et j'y retourne. Et en fait, il y avait cette notion en fait de quasiment en fait de reprise en considération de mon corps que je n'appréhendais pas à l'époque, que j'ai commencé à appréhender évidemment avec des exercices de respiration, la méditation, etc. qui était ce que je faisais, c'est-à-dire je me pose, je commence à écouter les bruits de la nature, je respire, j'essaye de ralentir mon souffle cardiaque, je m'ennuie, je regarde le vide, j'essaie de ne plus y penser et au fur et à mesure la pression descend. Si j'arrive à faire ça, je peux y retourner. Si ça ne fonctionne pas, je dois partir. Ce qui a été très choquant, ça a été mon passage à la majorité. Un jour, j'ai eu 18 ans et j'ai eu l'impression que ma relation avec ma mère a complètement changé. Mais je vais pas dire du jour au lendemain, mais en quelques semaines, en quelques mois. C'est-à-dire que c'était un petit peu, voilà, mon fils, maintenant tu as 18 ans, tu es majeur, donc tu es adulte, donc ta vie t'appartient. J'étais choqué de me dire, mais je n'ai pas changé depuis l'année d'avant, depuis il y a 2 ans, même depuis il y a 3 ans. J'avais été un enfant qui avait été beaucoup plus mature que son âge, mais je n'avais tout de même pas eu cette confiance. Le sentiment d'enfermement que j'avais, de ne pas pouvoir prendre ma vie en main, d'être bloqué dans une forme de conformité, de ne pas pouvoir faire mes propres choix, c'est tout à coup ouvert. Et en fait, la relation que j'ai eue avec ma mère s'est désamorcée. C'est-à-dire que toute la tension qui pouvait quand même s'accumuler dans une relation de parentalité, etc., tout à coup n'existait plus. Et effectivement, c'est là que j'ai réellement compris le manque de confiance réelle que ma mère avait avant, que à la base, j'arrivais pas forcément à verbaliser. Je pensais qu'elle était surprotectrice, etc. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, enfin j'ai ma liberté. Mais en fait, j'aurais dû l'avoir plus tôt. Parce que si je l'avais eu plus tôt, j'aurais pu vivre au rythme des gens qui étaient autour de moi, en fait. J'aurais pu plus facilement vivre avec les gens avec qui je voulais partager des choses. C'est-à-dire, en fait, avec mes amis, avec les groupes étendu. Et en fait, j'ai été mis à la marge parce que la liberté que j'ai eue à ma majorité, eux, ils l'avaient déjà avant. Dans ce climat surprotecteur, et effectivement qui m'a empêché de réellement m'ouvrir au monde, il faut penser que j'avais aussi un discours à côté qui était un discours angoissant sur le monde extérieur, qui était une vision d'hommes qui nous veulent du mal, de personnes un petit peu dangereuses, de personnes violentes. C'est assez simple, ça peut être, attention, si tu rentres trop tard, tu vas te faire agresser, on va te voler ton truc, si on t'agresse surtout, donne ton portefeuille, donne tout ce que t'as, on s'en fout, c'est pas le plus important, mais protège-toi, ne mets pas ta vie en danger. Quand on entend ça et qu'on est un peu jeune, c'est hyper angoissant parce qu'on se dit mais qui va m'agresser, et je me balade dans la rue et je vois personne qui m'agresse, et pourtant à chaque fois que je sors on me parle de ça, et donc du coup je suis toujours à me dire ok, il y a un loup caché qui va sortir à n'importe quel moment. Évidemment, ces angoisses, elles sont toujours en fond et en fait, elles existent toujours dans mes relations sociales. Je me dis peut-être que cet homme-là, avec le geste qu'il est en train de faire, il va sortir une arme, il va commencer à me menacer, il va me frapper, il va me kidnapper, parce qu'en fait, c'était des choses que ma mère pouvait dire, y compris avec des gens assez proches. Par exemple, méfie-toi dans le cercle des amis, méfie-toi même par exemple des parents de tes amis, etc. Je sors dans la rue, je vais acheter le pain et elle me dit attention quand tu traverses la rue, de regarder à gauche et à droite pour pas te faire écraser. Bon, si j'avais attendu 18 ans pour savoir ça, force est de constater que j'y serais pas arrivé. Mais le problème, c'est que il y a du coup un fort décalage entre mon exposition au monde et la dangerosité qui m'a été apprise, qui est rentrée certainement en moi de façon aussi inconsciente par une forme de matraquage en fait. Évidemment, cette projection de peur déstabilise aussi l'attention. Ça accapare une grande forme d'énergie. On est toujours en situation de danger. On a toujours peur que quelque chose survienne. Et en fait, ce truc-là, en tout cas moi, m'a bouffé parce que ça force à être toujours dans la peur de l'autre, dans l'appréciation, dans l'analyse des comportements, l'analyse des mots, et aussi du coup donc dans ce sentiment d'hypervigilance qui en fait accapare l'énergie et l'attention. Il se passe un réel épuisement mental. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je suis allé voir un orthoptiste parce que j'arrêtais pas de faire répéter mes parents. Et mes parents étaient persuadés qu'en fait, j'entendais mal. J'ai jamais eu aucun problème d'audition. Le problème était que je n'écoutais pas. Le problème était que mon esprit a toujours été accaparé à autre chose. J'avais des grosses difficultés de concentration, y compris des difficultés de mémoire. Quand les gens parlaient autour de moi, j'étais dans mes pensées. Il y a en fait tout un dialogue de fond. C'est-à-dire que il y a ce que la personne me dit, ce que j'essaie d'interpréter, ce que je pourrais lui répondre, la façon dont elle pourrait le comprendre. Dans la façon dont je me suppose que la personne va réagir, c'est tout le temps au plus négatif possible. Et donc du coup, pour m'en prémunir, j'évite de donner mon avis, j'évite de rentrer dans la conversation, mais je continue tout de même le bavardage mental. C'est-à-dire que je continue à penser. Et plus je pense, et plus je n'arrive pas à interagir avec les gens autour de moi, plus le bavardage mental devient grand. Et en fait, plus le bavardage mental devient grand, plus je suis déconnecté des conversations. Et plus je suis déconnecté des conversations, plus j'ai du mal à interagir.
Le rapport que j'ai eu avec les femmes a toujours été très compliqué. Je pense que dans ma vie, j'ai dû avoir 2 amies féminines. Le stress que j'avais à aborder les gens, à parler avec les gens, était encore renforcé avec les femmes. Simplement parce que j'avais toujours l'impression de ne pas les comprendre. Et parce que j'avais l'impression aussi que le rejet qu'elles avaient envers moi était d'autant plus fort que celui des hommes, et que la fracture, en tout cas à cette époque, entre la masculinité et la féminité était très grande. Et déjà que j'avais du mal à me retrouver à travers mon propre genre, c'est vrai que les femmes étaient pour moi quelque chose d'encore plus complexe. Ça a été un terreau très peu propice à des relations intimes, puisque j'avais déjà du mal à me livrer en termes de sentiments, j'avais du mal à aborder les gens, à découvrir des nouvelles personnes, etc. Ce qui fait que, en fait, la notion de couple a pour moi été complètement chaotique. C'était quelque chose qui me faisait peur, mais en même temps, c'était quelque chose qui me faisait foncièrement envie. J'étais toujours dans cette thématique un petit peu de la dualité, de se dire, j'ai vraiment envie d'y aller, mais en même temps, j'en suis complètement incapable. Et on retombe dans une notion d'angoisse, c'est-à-dire, j'ai une situation propice, par exemple, à inviter une fille à un bal de fin d'année, en fait, je ne le ferai pas. Parce que c'est impossible. C'est pas parce que j'ai peur qu'elle refuse ou quoi. En fait, la situation n'est même pas envisageable. Donc, je m'exclus moi-même de ces éléments-là. Et encore plus profondément, quand une fille vient vers moi, je ressens de la peur envers elle. Et même si potentiellement, j'aurais envie de répondre positivement à ses attentes, c'est extrêmement compliqué. Le commencement s'est fait à tâtonnement vers les 15-16 ans, où effectivement j'ai commencé à avoir des petites amies, ce genre de choses, mais j'étais toujours sur de l'expérimentation, parce qu'en fait je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, puisque je n'arrivais pas à me livrer émotionnellement, que je fonctionnais par un mimétisme relativement biaisé, je ne me retrouvais pas dans la place de l'homme qui m'avait été inculpé par rapport au couple. Par exemple, j'arrivais pas du tout à faire le premier pas, de façon permanente c'était la fille qui faisait le premier pas, et effectivement ma place était pas claire à l'intérieur. J'arrivais pas à être à l'aise, j'arrivais pas même à vivre cette expérience de façon positive. Et je ressentais effectivement énormément de sensations contradictoires. C'est-à-dire que j'étais très heureux, en même temps très perturbé, en même temps très anxieux, et tout ça se mélangeait jusqu'à en fait que je ne comprenne pas ce dans quoi j'ai mis les pieds. Plusieurs relations se sont succédées sans mener à grand chose, mais ont quand même commencé à me permettre de me poser des questions, d'un petit peu mieux comprendre, de savoir potentiellement la façon dont je devais réagir dans ce type de contexte. Plusieurs années après, j'ai fait la connaissance d'une fille avec qui je suis resté plusieurs années, qui pour le coup a été ma première relation longue. Ça a été une relation longue complètement instable. Pour le coup, j'avais un certain background et j'ai réussi à réagir à certaines attentes, mais pas du tout à d'autres, particulièrement sur le dialogue. Et effectivement, j'arrivais tout de même à être proactif donc dans notre couple. J'arrivais à prévoir des choses comme même des dîners romantiques par exemple, mais dans lesquels je ne livrais pas des éléments profonds, ce qui est toujours contradictoire, c'est-à-dire que je comprends ce qu'il faut faire de moi en termes d'actes, en même des fois en termes de paroles, mais en fait il y a des choses que je cache, et y compris il y a des choses sur lesquelles je mens. Et ça a été très fort dans cette relation, c'est qu'en fait je mentais sur de nombreux paramètres, et surtout je mentais pour ne pas exposer mes envies les plus profondes, ne pas exprimer mes doutes vis-à-vis de la relation, ne pas évoquer mes doutes même par rapport à la personne avec laquelle j'avais cette relation, et aussi je taisais mes envies, c'est-à-dire que pour ne pas créer de conflit et pour arriver à vivre tout de même cette relation sans qu'il y ait en fait de problème avec ma partenaire, j'acceptais qu'en fait sa parole soit la version dominante de notre couple. J'acceptais de faire ses activités, j'acceptais de faire les choses à sa manière, j'acceptais de me plier à ses contraintes, de manière à effectivement perpétuer la relation malgré effectivement le fait qu'elle ne me convienne pas, et aussi ne pas toujours créer de conflits, c'est-à-dire ne pas faire de vagues, ne pas commencer à imposer effectivement mes idées. Je préfère effectivement m'éteindre et faire quelque chose qui me déplaît complètement que d'aller à l'encontre de la volonté de la personne. Dans le mensonge, il y a eu des mensonges de plusieurs natures. Il y a eu des mensonges particulièrement sur du coup mes envies profondes. Par exemple, ce que j'aime regarder, ce que j'aime lire, mes centres d'intérêt, y compris mes idéaux politiques, ce genre de choses, et aussi des activités qui sont très importantes pour moi, des activités autour desquelles je me suis construite, mais qui sont pas des activités qui sont socialement acceptées et desquelles j'avais peur. Les activités que je pratiquais essentiellement, c'était des trucs relativement de geek, de nerd, c'est-à-dire des jeux vidéo, du jeu de rôle ou de la peinture sur figurines, qui étaient des éléments relativement mal vus, relativement connotés, et qui étaient des éléments sur lesquels j'avais peur justement de ressentir une autre forme de rejet. J'avais donc une certaine forme de pratique de ces activités-là, mais qui était en fait une pratique cachée. Et j'avais de nombreuses façons d'arriver à fuir cette relation,
pour faire les activités que j'aimais. Par exemple, en prétextant que j'avais cours, en prétextant que j'allais par exemple voir ma famille ou que j'allais faire d'autres activités. Évidemment, cette relation a fini en lambeaux, s'est étiolée au fur et à mesure, et a laissé en moi un goût amer en fait de cette relation de couple, puisqu'en fait je n'avais pas véritablement conceptualisé au moment de la rupture ce qui péchait réellement dans cette relation. Je sentais que quelque chose n'était pas normal, mais étant donné que j'avais du mal dans mon interaction avec autrui et que la forme de violence et de souffrance qui était dans ce couple, je la ressentais de façon quasi systématique dans d'autres relations, j'avais du mal à savoir ce qui était naturel ou pas, ce qui avait été bien fait ou pas. Quand cette relation a fini par s'arrêter, j'ai essayé de me reconstruire à partir de ce que j'avais appris évidemment, de façon calme, de façon lente. Et en fait, je me suis imposé un temps qui a duré à peu près 1 année où je me suis un peu d'une certaine façon interdit de nouer d'autres relations en me disant que potentiellement j'en avais envie, mais qu'en fait, le faire sans me rendre compte de ce que cela impliquait n'était pas la bonne chose. J'ai pris un temps obligatoire, presque salvateur, pour arriver à reconsidérer le couple dans son ensemble. Et là, j'étais allé droit dans le mur en fait. Donc je devais me reconstruire. Je devais arriver à comprendre ce que j'attendais de ces relations pour avancer. Du coup, j'ai complètement remis en perspective l'attente que j'avais du couple. Et je me suis dit, moi le couple ça m'intéresse, enfin je veux le vivre, mais en même temps, je ne veux pas qu'en fait le fait d'être en couple me coupe du reste de mon expérience. J'ai des amis qui sont extrêmement proches pour moi, qui sont extrêmement importants, j'ai de nombreuses activités, mon emploi du temps est effectivement très chargé parce que voilà, j'aime interagir avec le monde, j'aime le sport, j'aime la peinture, j'aime sortir, et mon couple précédent ne m'avait pas permis ça. J'ai réabordé la notion du couple en me disant en fait il faut que ce soit un plus. Et je ne le tolérerai que si ce n'est que un plus. C'est-à-dire si l'expérience que j'ai aujourd'hui est renforcée par la présence de quelqu'un d'autre. J'ai accepté quelque chose d'assez étonnant, c'est que j'ai accepté le fait que peut-être il valait mieux que je termine ma vie célibataire. Et que peut-être c'était aussi là-dessus que j'arriverais à trouver mon salut. Le couple, c'est bien, c'est aussi enfermant. En fait, j'avais pas forcément besoin de ça. C'était pas forcément la réponse. J'avais pas non plus, à cette époque, une envie de parentalité énorme, voire j'avais pas envie, enfin, je laissais un doute planer. Et j'ai pas envie non plus de devoir me travestir. J'ai trouvé des amis qui m'acceptent comme je suis, ma famille m'accepte comme je suis. Pourquoi est-ce que ça en serait différemment du couple? Est-ce que le couple est si important que ça, qu'au final, je dois sacrifier le reste? Et la réponse a été évidemment un grand non. J'ai essayé de faire le tri de toutes les expériences que j'avais eues avant et du bon et du meilleur. Et je me suis dit, en fait, je vais essayer de recréer un couple, mais je vais y aller en mettant directement les pieds dans le plat. Je ne vais absolument pas utiliser le système du mensonge ou le système du détournement, en fait, la fuite que j'ai utilisée au début. Et du coup, dès le début de la relation que j'ai essayé de construire à la suite, j'ai essayé de montrer la part profonde de moi-même. Alors, pas forcément la part émotionnelle, puisque donc à cette époque-là, je devais avoir 24-25 ans. J'étais encore dans un processus de reconstruction, mais là qui se portait sur le couple, mais qui n'était pas encore très clair sur la reconstruction de moi-même. Donc j'avais toujours une difficulté d'accéder à mes sentiments. Par contre, je pouvais afficher mes valeurs, je pouvais afficher mes activités, je pouvais afficher voilà ce à quoi j'aspirais dans la vie, chose que je n'avais pas fait dans mes couples précédents. C'est-à-dire dire bah voilà, moi je suis comme ça, et en fait effectivement c'est un peu à côté de la ligne. Effectivement je suis pas quelqu'un de classique, effectivement je suis très clairement atypique. Effectivement si tu cherches quelqu'un de conventionnel, même quelqu'un de parfait, c'est pas moi. C'est là-dedans que j'ai réussi à me retrouver. C'est-à-dire en me disant, si cette relation n'est pas créée sur une confiance absolue, en fait elle ne m'intéresse pas. Il vaut mieux qu'elle ne se passe pas, plutôt qu'elle se passe dans les mauvaises conditions. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui, malgré toutes les mises en garde que j'ai pu faire d'un certain côté, a fini par m'accepter comme je suis. Et en fait, force est de constater que c'est un petit peu cette relation qui me permet aujourd'hui de m'exprimer devant vous. C'est que sans avoir fait ce chemin d'acceptation et sans avoir rencontré la bonne personne avec les bonnes envies, comme je n'ai plus essayé de projeter les attentes de la société dans ce que j'attendais du couple, comme je n'ai plus essayé de chercher quelqu'un stéréotypé, je me suis ouvert à des nouveaux horizons. Et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à mieux définir mes attentes et aussi ce que je pouvais apporter à la personne. Justement, en ne mentant pas sur mes torts, sur mes travers, sur mes défauts, j'ai réussi à trouver effectivement quelqu'un qui me convenait nettement plus et avec qui j'ai réussi à construire quelque chose de très fort, dans lequel une intimité, une confiance s'est créée et m'a permis au final d'accéder à cette part émotive et à cette part de compréhension de moi que je n'avais pas jusque-là, qui du coup m'a permis aussi de m'ouvrir progressivement, et je dirais en m'ouvrant à elle qui m'a permis aussi de m'ouvrir aux autres. C'est-à-dire que mon regard sur autrui, en désamorçant un petit peu ce conflit intérieur que j'avais avec moi-même, en arrivant à mieux l'expliquer, il a changé au final
toutes les relations sociales que j'avais avec des gens qui peuvent être mes amis, la famille et progressivement, mais effectivement de façon beaucoup plus longue, des personnes inconnues. En arrivant à reprendre confiance en moi-même et à reprendre confiance aussi dans les relations que j'arrive à tisser, l'inconnu a commencé à me faire un peu moins peur. Aujourd'hui, ce que je comprends de la naissance de ce couple avec la personne qui aujourd'hui est devenue ma femme, c'est qu'en fait, c'est cette part-là qui m'avait manqué à l'époque. C'est-à-dire que la part d'humanité, la part de bienveillance, d'ouverture qu'elle a su faire preuve avec moi, en fait, c'est ce qui a manqué dans mes autres relations, qui m'est permis de m'ouvrir. L'une des choses qui m'a permis le plus facilement à m'ouvrir à mes traumatismes propres, c'est aussi que elle a su s'ouvrir à ses propres traumatismes à moi. Et c'est là où j'ai retrouvé en fait une vraie relation de confiance et une discussion qui n'était pas unilatérale. Le fait que cette personne se soit ouverte à moi avec confiance sur ses propres travers, sur ses propres défauts, sur ses propres peurs, angoisses, j'ai réussi à m'ouvrir beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, il n'y avait plus la peur de l'autre qui avait été désamorcée par le sentiment de compréhension de sa personne profonde. Et en l'occurrence, d'une belle personne, d'une personne altruiste. Et je pense que cet enseignement qui m'a été délivré du coup par ma femme aurait dû être, dans une situation analogue, l'enseignement qu'auraient dû me donner mes parents plus tôt, qui m'auraient beaucoup plus facilement donné les moyens de m'exprimer, d'échanger avec eux sur ces sujets-là. Maintenant que j'ai réussi à fonder une relation de couple qui est effectivement basée sur la confiance, quelque chose dans lequel je me sente bien, quelque chose dans lequel je m'épanouisse, j'arrive à mieux comprendre et à mieux pouvoir percevoir la volonté de parentalité. Là où j'essayais, et j'avais très bien réussi dans ma vie, comme je le disais, à créer des choses avec mon intellect, j'ai été confronté dans les dernières années, en fait, à comprendre que ces éléments-là ne me permettaient pas de me rapprocher de moi-même, ne me menaient pas non plus à une forme de bonheur, ne me permettaient pas d'avoir une interaction sensible avec le monde. Et en fait, j'ai commencé à faire un petit peu marche arrière sur une potentielle érudition, sur une potentielle suranalyse du monde, surinterprétation, et essayer de déconstruire ces éléments-là, qui, je pense, en fait, varieraient beaucoup avec l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mes parents m'ont donné par contre beaucoup d'amour, etc. Mais pas forcément les clés de la compréhension du monde émotionnel. Et moi, ce que j'aimerais effectivement arriver à faire, ce serait d'inculquer à mes enfants, en fait, cette espèce de double dialogue. C'est-à-dire que oui, il y a une compréhension du monde, mais il y a aussi une réaction sensible au monde. Pour autant, il y a effectivement énormément de choses que je garderai au final de l'éducation que m'ont donné mes parents, parce que mis à part cette difficulté, on va dire, de dialogue sur des éléments trop personnels, j'ai eu, à mon sens, une bonne éducation, c'est-à-dire une éducation positive. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants, peut-être de façon différente, peut-être de façon plus émotive. Comme les liens de sang ont moins d'importance pour moi, je me suis effectivement permis de les questionner. Et en les questionnant, il m'a été obligatoire de se poser la question de la condition dans laquelle, en fait, ces liens de sang devaient ou ne devaient pas se concrétiser. Et en fait, force est de constater que, ne considérant pas que la famille soit une fin en soi en termes d'échange, j'ai dû essayer de créer et de valoriser au final les relations que je pouvais et que je voulais avoir avec certains membres de ma famille. À l'inverse, les relations que j'ai eues avec mes amis ont été extrêmement fortes, puisque ce sont des amis que j'ai sélectionnés à travers le temps par rapport aux choses que nous avons vécues ensemble, et je considère que les liens que je peux entretenir avec mes amis sont beaucoup plus forts que les liens que je peux entretenir avec ma famille. Aujourd'hui, la notion de faire famille représente pour moi effectivement l'évolution dans un contexte de confiance. Nous ne pouvons pas, en tant que parents, projeter nos propres envies sur les enfants. Je ne voudrais pas non plus essayer de comprendre à travers mes yeux d'adulte ce que potentiellement pourraient comprendre mes enfants, vouloir mes enfants. Y compris parce qu'aujourd'hui, le saut générationnel est de plus en plus grand, le monde évolue de plus en plus vite, et en fait, je pense que les enfants ont une intelligence que peut-être avec un âge différent, une génération différente, nous n'arrivons pas forcément à comprendre. Et je pense que toute l'intelligence que je voudrais donner dans ma parentalité est justement d'arriver à comprendre mes enfants par rapport à ce qu'ils me disent, par rapport à ce qu'ils me disent ressentir, plus que par rapport à mon appréciation très cartésienne du monde qui les entoure et des interactions qu'ils peuvent subir. Mon mantra, ce serait d'arriver à surmonter notre peur. Je pense qu'il faut accepter qu'elle fasse partie de nous, en fait, et que on pourra jamais totalement la faire disparaître. Je pense que le principal, c'est d'arriver au final à l'écouter, à la comprendre, à la partager, et surtout à l'apaiser. Je dirais qu'il faudrait arriver à s'en faire un proche conseiller plutôt qu'un bourreau.
venez d'écouter Descendance, un podcast créé, réalisé et monté par Alice Fidel et Clara Alters. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast@descendance.com. La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaëlle Renaud et le mixage par Raphaël Martin. À très bientôt pour un prochain épisode.